Antoine Boussiera, bonjour, merci beaucoup. Merci à vous. Qui est ici un des partenaires de cette journée avec Early Metrics. Vous allez nous dire un peu pourquoi vous êtes là, évidemment. Et puis j'ai entendu votre présentation tout à l'heure qui était très intéressante. Quel est l'intérêt? Enfin, d'abord, expliquez-nous ce que fait Early Metrics. C'est quoi votre métier? Je vais garder le micro. D'accord. Donc Early Metrics, on est une agence de notation de start-up et PME innovantes. Donc on va aider des investisseurs et des grands groupes à noter les sociétés dans lesquelles ils veulent investir ou avec lesquelles ils veulent travailler. Voilà. Donc on note des start-up et des PME pour des investisseurs et pour des grands groupes. Du coup, le pourquoi on est ici, ça faisait beaucoup de sens pour nous en fait, de venir participer et étayer un petit peu cette notion de bridge sur ce pont entre les corporates, les grandes entreprises qui travaillent de plus en plus avec les startups. Donc c'est notre métier et on est venu donner un petit peu de contenu sur ce qu'on a pu voir sur ces 4 dernières années. C'est 2000 startups notées et 250 clients, des gens comme Airbus, HSBC, donc on connaît bien ça. C'est donc une agence de notation, évidemment. Enfin, c'est un concept un peu différent de ce qu'est une agence de notation ailleurs, dans les autres secteurs. Justement, la première question qui vient à l'esprit, hein, c'est par définition, la valorisation d'une start-up, c'est toujours, tous les gens qui sont dans ce métier-là, ils expliquent, c'est quand même beaucoup du doigt mouillé, c'est beaucoup de l'expérience, etc. Comment vous arrivez à mettre ça en tableau, finalement C'est une très bonne remarque, hein. Effectivement, la notation et la valorisation des startups, c'est un concept qui en soi est assez compliqué. Alors je vous laisse imaginer qu'au début, on a dû quand même convaincre pas mal de sceptiques. Comment on fait ? On a accepté le fait que la notation des startups et des PME innovantes, ça ne passait pas uniquement par des éléments financiers. Et même au contraire, cette notation, elle est basée sur des éléments extra-financiers. Donc il y a 27 critères autour du management, du projet et de la technologie et du marché. Donc une notation qui est portée en extra-financier plus que sur des ratios financiers qui effectivement dans le monde des startups font assez peu de sens. Alors vous avez, je crois, 4 bureaux, c'est ça, dans le monde. Vous êtes passé de 0 à 60 personnes en 3 ans. Donc vous-même, vous êtes une belle start-up. C'est quoi votre plan à 5 ans ou à 10 ans? Vous voulez être nouveau agence, au même niveau que les agences de notation qu'on connaît? 10 ans, je ne saurais pas vous dire, c'est un peu loin. Plan de développement, l'expansion géographique. L'innovation est un sujet qui est mondial et nos clients sont aussi mondiaux. Donc on a un enjeu de coverage géographique qui est assez important et on a aussi des enjeux de développement produit où en fait le marché change, les investisseurs cherchent d'autres choses dans nos notes. Donc on a autant des enjeux d'expansion à l'international, sur l'Asie et les US évidemment, mais aussi des enjeux d'adapter notre produit à un marché qui est tout sauf un marché stable pour le moment. Et sur l'ambition globale, alors est-ce qu'on va être aussi gros que les agences de notation traditionnelles? En tout cas, on souhaite être vraiment leader sur notre marché et devenir la référence sur la notation des startups et des PME innovantes. Alors quand vous parlez, vos clients sont beaucoup justement des grandes entreprises ou des grandes institutions on a parlé tout à l'heure avec d'autres invités de cette espèce d'ambivalence entre divide entre les grandes corporations et les startups et la difficulté parfois des grandes organisations à innover. Alors j'ai noté parmi vos clients, il y a HMRC qui est, pour ceux qui ne sont pas à Londres ou en Grande-Bretagne, qui est l'administration des taxes. Donc dans le type grande organisation, pas forcément innovante a priori, ça se pose là. Du coup, qu'est-ce que vous faites avec eux? Pourquoi ils ont besoin de vous, ces gens-là? C'est une très bonne remarque. On a tendance à penser que l'innovation, elle est uniquement portée par des acteurs qui historiquement sont technologiques. Alors personne n'est surpris que Microsoft, que Google ou que Thales innovent. En fait, c'est aussi très vrai pour des organisations plus traditionnelles. Et HMRC, comme vous l'avez très bien dit, qui collecte les taxes, comme vous pouvez vous l'imaginer, ils ont un certain nombre de sujets sur l'innovation dans le paiement, l'innovation dans tout ce qui est la documentation, la relation avec les taxpayers, les gens qui payent les taxes. Donc en fait, ils ont énormément d'enjeux d'innovation et qui sont liés à leur métier, mais aussi plus largement, toute organisation de cette taille-là a des très gros enjeux d'innovation. Alors dans les clients, j'ai vu, je crois, les Total, il y a énormément de grandes entreprises.
et qu'est-ce qu'elles attendent? Et j'imagine que leurs attentes sont différentes. Je ne sais pas si vous travaillez aussi pour des VC ou voilà, mais j'imagine que leurs attentes sont très différentes. Quelle est leur volonté dans le fait quand elles travaillent avec vous et donc plus largement quand elles essaient de rentrer dans les startups ou de... C'est un très bon point. Les investisseurs, ils sont là pour aller chercher un retour financier. Donc ils souhaitent investir aujourd'hui 100 € pour récupérer dans 4 ou dans 5 ans 400, 500, 600 €. Les grands groupes, leur action vis-à-vis des startups, elle n'est pas du tout servie par un objectif financier, elle est servie par un objectif de transformation. Donc ce qu'un grand groupe cherche à faire quand il travaille avec des startups ou des PME innovantes, c'est améliorer ses opérations, trouver des nouveaux débouchés de marché, changer la manière dont il fait les choses en interne. Donc c'est d'un côté un enjeu de retour financier, côté investisseur, et beaucoup plus un enjeu de transformation et d'innovation côté grand groupe. Donc effectivement, c'est des objectifs qui sont assez différents, ce qui fait qu'on a dû aussi, nous, adapter nos produits aux attentes des uns par rapport aux attentes des autres. Je veux répéter un peu la question que je posais tout à l'heure à Sadik. Est-ce que cette volonté des grandes entreprises de se tourner vers les startups, elle est conduite par la peur finalement? Parce qu'on sait bien qu'il y avait une espèce d'arrogance des grandes boîtes et que maintenant ça a disparu parce qu'on a vu, je crois que c'était cité d'ailleurs tout à l'heure dans votre présentation, des Motorola hyper dominants, des Nokia hyper dominants, Kodak qui est disparu et même General Electric qui n'a pas disparu évidemment mais qui a évolué et qui a disparu des 500 plus grandes entreprises américaines en capitalisation, etc. Est-ce que c'est finalement la peur qui mène cette volonté des grandes boîtes? Ça a pu être le cas au tout début. Donc si on regarde le début des années 2010 où les grands groupes ont commencé à collaborer avec les startups, c'était le cas au début. C'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une notion de synergie, de collaboration un peu à bénéfice mutuel plutôt qu'une vraie perception de concurrence. Donc ma réponse, la module, elle dépend des secteurs. Il y a des secteurs sur lesquels il y a plus d'enjeux concurrentiels que d'autres. Mais globalement, je dirais que c'est de moins en moins le cas et qu'on voit plus se dessiner un système de synergie et de collaboration plutôt qu'une concurrence frontale, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'arriver à cette taille-là, il y a des effets positifs liés à la taille. Il va falloir quelques années avant que même les plus belles et les plus grosses startups réussissent à jouer avec ces armes-là. Donc plutôt une belle complémentarité à aller chercher, de la concurrence à la marge, dans certains cas ou sur certains secteurs. Pour revenir, ce sera la dernière question avant qu'on fasse une pause, mais pour revenir sur ce qui est votre cœur de métier, votre métier, comment vous appréhendez, comment vous dealez avec cette espèce d'exubérance irrationnelle qui est dans la valorisation des startups, dont on sait que certaines ont des valorisations auxquelles personne littéralement ne croit. Est-ce que du coup vous essayez de vous abstraire de ça, comment ça marche? Complètement, il y a aujourd'hui une différence entre la valorisation payée de la société et sa valeur réelle, et ça malheureusement c'est un petit peu les caractéristiques d'une bulle, hein. Quand la valeur réelle est complètement décorrélée de la valeur pour laquelle le marché s'est prononcé. Early Metrics, on a une action qui est effectivement plus rationnelle. Quand un corporate va nous demander de valoriser une société, il va attendre de nous qu'on utilise des méthodes non traditionnelles, puisqu'on ne peut pas valoriser de manière traditionnelle les startups, mais des méthodes quand même. Et justement, c'est là l'enjeu, c'est aller outiller les décideurs avec des méthodes de valorisation qui soient adaptées, mais qui permettent quand même de mettre du rationnel, ce qui n'est pas le cas quand on sent cette très très forte décorrélation. Il y a aussi à un moment des effets de concurrence entre deux investisseurs qui font grimper la valorisation de manière assez artificielle, et ça c'est quelque chose qui sera intéressant d'étudier sur les prochaines années pour voir comment ça évolue. Donc plein de choses à venir. Est-ce que votre job c'est finalement de contribuer à une espèce d'assainissement de ce marché en disant des WeWork qui font 400 millions de chiffre d'affaires et perdent 400 millions le même trimestre, je crois que c'est le chiffre de quarter, mais sont valorisés 40 milliards, je ne sais pas si c'est quelque chose dans ce genre. Est-ce que finalement votre job c'est de faire en sorte qu'on s'éloigne un peu de ça? On a cette action et cette ambition de rationalisation, on est moins sur ces sociétés de cette taille-là. On a tendance à intervenir plus tôt dans l'histoire des sociétés, puisque nos grands groupes nous demandent de noter des sociétés encore plus jeunes que WeWork ou Uber ou Twitter comme vous avez mentionné. Mais oui, effectivement, notre mandat, c'est un mandat de rationnel qui peut aller dans le sens d'une valorisation plus élevée ou moins élevée. Voilà. Super, Antoine, merci beaucoup pour votre présence et pour ces interventions très intéressantes. Nous, on se retrouve dans à peu près 1 heure. On fait une petite pause et on rencontrera encore plein de startups, de grandes entreprises qui sont là et qui nous expliqueront pourquoi. Merci.